fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Samedi à 23h45 sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre l'examen en seconde lecture du projet de loi qui crée un défenseur des droits. Hier, les sénateurs ont rejeté l'intégration du contrôleur général des prisons dans cette autorité nouvelle que va être le défenseur des droits. Autre point de désaccord, la nomination des adjoints du défenseur des droits par le Premier ministre. Les sénateurs souhaitaient que cette nomination soit soumise à un avis du Parlement. Cette disposition n'a pas été entérinée en séance. Cet après-midi, la discussion reprend à l'article 20. Elle concerne les pouvoirs du défenseur des droits. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle du Sénat. Très bon après-midi à tous. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi organique modifié par l'Assemblée nationale relatif aux défenseurs des droits et du projet de loi modifié par l'Assemblée nationale relatif aux défenseurs des droits. Dans les discussions des articles du projet de loi organique, nous sommes parvenus à l'article 20 au sein du chapitre 3 consacré aux dispositions relatives au pouvoir du défenseur des droits. À l'article 20, j'ai une demande de prise de parole qui tombe. Un amendement 74 qui tombe. Un amendement 90. Présenté par Roland Courteau. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, il s'agit, au vu de la spécificité et de la technicité des droits de l'enfant, de rendre obligatoire l'avis préalable du défenseur des enfants sur l'opportunité d'une intervention du défenseur des droits. Cet amendement est, je le précise, la reprise d'une proposition d'amendement de l'UNICEF et du défenseur des enfants. Son importance est donc manifeste, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Voilà. Président, excusez-moi, je ne savais pas que l'UNICEF avait le droit d'amendement, mais enfin on le découvre. Et bon, alors on va reprendre l'argumentation qu'on a déjà développée hier. Le défenseur des enfants est un des adjoints du défenseur des droits. Le défenseur des droits pourra lui confier l'examen de certaines réclamations, mais il n'y a pas lieu d'inscrire dans la loi organique un avis du défenseur des enfants sur la recevabilité des réclamations. Donc avis défavorable. Très bien. Alors, Monsieur le ministre, gouvernement. Eh bien, avis défavorable. Très bien. Y a-t-il sur cet amendement 90 des explications de vote? Je n'en vois pas. Je le mets aux voix. Qui est pour l'amendement présenté par Roland Courteau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 à 7. L'amendement n'est pas adopté. Deux amendements en discussion commune. Un amendement 46 qui est présenté toujours par Roland Courteau. Oui, Monsieur le Président, l'article 20 du projet de loi accorde aux défenseurs des droits un pouvoir d'appréciation sur les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés et qui appelleraient une intervention de sa part. La rédaction de cet article a évolué au cours de la navette parlementaire. Dans la rédaction proposée par le gouvernement, l'article 20 prévoyait que le défenseur des droits n'est pas tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine. Le Sénat, en première lecture, a décidé que le défenseur doit, au contraire, motiver ses réponses aux personnes lui adressant des réclamations. Il est en effet souhaitable que le défenseur des droits puisse expliquer à la personne le saisissant pourquoi il ne donne pas suite à sa demande.
Les députés sont allés plus loin en prévoyant que le défenseur des droits doit également indiquer les démarches à entreprendre pour résoudre les problèmes soulevés. En deuxième lecture, la commission des lois du Sénat a supprimé cette dernière obligation, estimant qu'elle risquerait, je cite, de transformer le défenseur des droits en un gigantesque bureau d'information administratif, ce qui n'est pas sa vocation constitutionnelle. Fin de citation. Nous entendons les préoccupations émises par le rapporteur. Toutefois, nous estimons que la mission naturelle du défenseur des droits consiste non seulement à régler les difficultés soulevées devant lui, mais aussi à indiquer, le cas échéant, et si nécessaire, à la personne dont la saisine n'appelle pas son intervention, les démarches qu'il peut entreprendre ou les organismes qu'il peut contacter pour l'aider à résoudre son problème. C'est d'ailleurs la pratique couramment suivie par les autorités existantes alors que la loi ne leur en fait pas obligation. D'où notre amendement, Monsieur le Président. Merci. Alors, en discussion commune, un amendement 73. Il est présenté par la présidente Borovo-Cohen-Seat. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi pour mon retard, mais je crois qu'on est dans évidemment une logique différente. Ça apparaît maintenant très clairement. Et donc, bien sûr, nos amendements sont immédiatement contredits par la nouvelle logique de la Commission des lois. La centralisation que vous opérez, que vous avez défendue hier à plusieurs reprises autour du défenseur des droits, est évidemment d'autant plus préoccupante pour nous et d'autres qu'elle touche à des domaines aussi délicats que la lutte contre les discriminations, la déontologie de la sécurité, la défense des droits des enfants, c'est-à-dire un contenu très pluriel et diversifié. Le défenseur des droits disposera sous sa seule autorité de pouvoirs d'enquête, de pouvoirs quasi juridictionnels et d'un pouvoir d'influence et d'action auprès de l'opinion publique et des juridictions. Nous ne contestons ni le contenu ni la logique de ces pouvoirs en eux-mêmes, mais voyons bien qu'ils sont évidemment contredits par le fait qu'il est nommé par le seul exécutif, le président de la République, et donc pour nous, ce n'est pas une garantie en soi, je le précise, de son indépendance. Ce qui garantit l'indépendance, c'est justement le pluralisme, la collégialité, la pluridisciplinarité. Donc nous contestons effectivement ce renforcement des pouvoirs du défenseur des droits, cette croissance continue dans le débat, je ne parle même pas dans la réalité, puisque dans la réalité nous n'en avons point pour l'instant, mais déjà dans le débat de cette omnipotence du défenseur des droits. C'est la raison pour laquelle nous continuons de défendre l'idée que si défenseur des droits il y a, puisque la Constitution en a décidé ainsi, il faut que ceux qui sont censés travailler sous sa tutelle aient une part d'indépendance et une part de collégialité et de pluridisciplinarité qui leur permettent effectivement d'acquérir de l'expertise et de l'indépendance. Donc, les amendements 73 que je n'ai pas pu défendre à cause de mon absence, et le 74, mais c'est la même chose, c'est de mentionner à égalité d'intervention avec le défenseur, les adjoints, ceci en conformité totale avec le renforcement des capacités d'expertise et de pouvoir que nous entendons leur conférer. Merci, mes chers collègues. Monsieur le rapporteur, sur ces deux amendements. Monsieur le Président, en ce qui concerne l'amendement 90 qui a été défendu tout à l'heure, il n'est pas possible. Non, c'est pas le 90. Pas. Le 46 et le 73. Amendements fléchés. Oui, exactement.
Est-ce que j'ai passé le 46? Je ne l'ai pas. Voilà, ok, merci. Alors cet amendement 46 tente à rétablir des dispositions qui ont été supprimées par la commission des lois. Si le défenseur doit indiquer pour chaque saisine rejetée les démarches à entreprendre pour se résoudre les problèmes soulevés, il deviendra un véritable léviathan, un gigantesque centre de renseignement administratif, et il ne pourra plus du tout assumer sa mission. C'est par conséquent en dehors de sa vocation constitutionnelle, et j'émets donc un avis défavorable à cet amendement. Il en est de même pour l'amendement qui suit, qui est le même, l'amendement numéro 73, c'est pas 74, et il ne s'agit pas de collégialité dans ce domaine, il s'agit de refuser de donner des charges supplémentaires non prévues par les textes et qui d'ailleurs n'existent nulle part ailleurs. Je ne vois pas pourquoi on devrait transformer le défenseur des droits en avocat de chacune des parties qui font un recours devant lui. Monsieur le ministre. Même avis défavorable sur les deux amendements. Merci. Je mets aux voix l'amendement 46. Pas d'explication de vote. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Même vote sur le 73. Pas d'opposition. Je vous en remercie. Je mets aux voix l'article 20 dans son ensemble. Qui est pour l'article 20? Qui est contre? L'article 20 est adopté. Article 21. Deux amendements en discussion commune, amendement identique, un amendement 75 qui est présenté par Josiane Maton-Poinat. Oui, merci Monsieur le Président, mais nous poursuivons la même logique et nous tentons quand même d'essayer d'élargir un petit peu les pouvoirs et nous proposons donc d'élargir aux adjoints et aux défenseurs des enfants les pouvoirs qui sont prévus pour le défenseur des droits. Il apparaît tout à fait légitime de les associer aux suites à donner à une réclamation dans la mesure où elles sont de leur champ de compétence, à moins vraiment, et c'est ce qui apparaît là, de leur donner aucun pouvoir. Merci. Amendement 91, Richard Yung. Merci Monsieur le Président. Même amendement, même objet, d'élargir donc les prérogatives du défenseur des enfants pour qu'il puisse émettre des recommandations visant le respect des droits des enfants. Je rappelle qu'il s'agit là d'une proposition d'amendement de l'UNICEF, ce qui lui donne un caractère, je crois, assez solennel. Monsieur le rapporteur. Bon, tout d'abord, ces amendements qui tentent à permettre aux adjoints du défenseur des droits de faire des recommandations en application de l'article 21, ces amendements sont en fait déjà satisfaits par les dispositions de l'article 11A qui permettent aux défenseurs des droits de déléguer à ses adjoints certaines de ses attributions, dont l'élaboration de recommandations. Je rappelle également à M. Young qu'aucun organisme extérieur au Sénat ou à l'Assemblée nationale n'a le pouvoir d'amendement. Nous seuls l'avons, ainsi que le gouvernement. Monsieur le ministre. Écoutez, je partage l'avis du rapporteur selon lequel ces amendements sont satisfaits par l'article 11A. Donc je demande leur retrait, sinon avis défavorable. Très bien. Ils sont maintenus. Ils sont maintenus. Je mets donc ensemble ces deux amendements aux voix. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Ces amendements ne sont pas adoptés. Un amendement 92. Il est présenté par Richard Yung. Même nature, donc je ne développe pas. Je note quand même que vous ne semblez pas aimer l'UNICEF et je le regrette parce que c'est une belle organisation qui a une belle vocation. Bien. Monsieur le rapporteur. C'est un amendement satisfait par l'article 11A qui permet aux défenseurs des droits de déléguer à ses adjoints l'exercice des attributions qu'il détient en vertu de l'article 21. Donc par conséquent, demande de retrait ou défavorable. Merci. Je mets aux voix l'amendement 92. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement 92 n'est pas adopté. Amendement 47. Il est présenté pour le groupe socialiste. Monsieur Young. Voilà, oui. Je peux demander à Monsieur Gélard de le présenter. Surtout. Oui, Monsieur le Président, oui. Oui, l'article 21 du projet de loi permet aux défenseurs des droits d'émettre toute recommandation de nature à régler
les difficultés dont il est saisi. En première lecture, le Sénat avait précisé que le défenseur des droits pourrait formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou toute pratique qu'il estime discriminatoire ou à en prévenir le renouvellement. Cette disposition pouvait ne pas paraître indispensable dans la mesure où le défenseur des droits peut s'autosaisir et où le premier alinéa de l'article 21 lui donne un pouvoir général de recommandation. Mais dès lors que l'Assemblée nationale a complété cette disposition en prévoyant que le défenseur des droits pourrait également formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, il convient, par souci de cohérence, d'étendre à présent le pouvoir de recommandation du défenseur des droits au respect des règles de déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. Et tel est l'objet, Monsieur le Président, du présent amendement. Merci, mon cher collègue. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, en première lecture, le Sénat avait ajouté à l'article 21 une précision reprenant la loi de décembre 2004 relative à la HALD, afin de bien marquer que le statut du défenseur des droits ne comportait aucune diminution de pouvoir. Cependant, comme le rappelle l'objet de l'amendement, le premier alinéa de l'article 21 donne maintenant au défenseur des droits un pouvoir général de recommandation. Aussi n'est-il pas nécessaire de le compléter par un troisième alinéa. Donc, sagesse. Monsieur le ministre. Et même avis. Bien. Alors, nous avons sur l'amendement 47 que vient de présenter Roland Courteau deux avis de sagesse. Je vais donc consulter le Sénat. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? L'amendement est adopté. Amendement 48. La parole est à Richard Yung. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit par cet amendement de rendre un peu plus ferme, au fond, la recommandation que le défenseur des droits rende publique ces observations. Nous proposons donc de substituer à l'expression « peut rendre public » l'expression « rend public ». Nous pensons qu'il est important lorsqu'il établit un rapport spécial au stade ultime de la procédure d'injonction, de prévoir cette publicité systématique. Merci. Monsieur le rapporteur. Eh bien, Monsieur le Président, je vais faire plaisir à Monsieur Young. En effet, la Commission a donné un avis favorable à cet amendement qui tend à prévoir que si le défenseur des droits décide d'établir un rapport spécial après qu'une personne n'a pas donné suite à une injonction et qu'il rend public ce rapport, cela peut en effet rendre le dispositif plus dissuasif. Par conséquent, je tiens à vous faire plaisir. Avis favorable. Monsieur le ministre, est-ce un plaisir partagé? Le ministre. Voilà, donc moi je voudrais dire à M. Young et à M. le rapporteur que je ne partage pas leur avis sur ce point. Et chacun a le droit de s'exprimer, et je voudrais dire simplement pourquoi. Je pense qu'obliger le défenseur des droits à rendre public l'injonction qu'il a donnée ou le rapport qu'il a établi à la suite d'une injonction, c'est aussi se placer dans une situation de rigidité. Par ailleurs, il faudra véritablement voir si la personne concernée par l'injonction a bien été mise en état de répondre, parce que sinon le principe du contradictoire serait mis à mal par cette disposition, et être sûr qu'on aura bien l'ensemble de la question. C'est donc dire qu'on va considérablement rigidifier les opérations, et c'est la raison pour laquelle je donne un avis défavorable. Bien. Explication de vote, je n'en vois pas. Alors, je vais consulter le Sénat sur l'amendement 48 qu'a présenté Richard Yung, en vous rappelant que la Commission a donné un avis favorable et que le gouvernement a donné un avis défavorable. Alors, qui est pour cet amendement? Qui est contre?
L'amendement est adopté. Nous en arrivons à l'amendement 93. Monsieur Young. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui est dans la lignée d'un certain nombre d'amendements que nous avons déposés précédemment, qui vise à compléter donc l'article 21 en précisant que lorsqu'il s'agit du droit des enfants et de ce qu'on appelle l'intérêt supérieur, je ne sais pas pourquoi supérieur, mais enfin l'intérêt supérieur, le défenseur des droits demande l'avis du défenseur des enfants avant de mettre en œuvre les prérogatives qui sont dans l'article 21. C'est une façon de reconnaître la spécificité de la défense des droits des enfants. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur Young, je ne peux pas vous donner satisfaction à chaque fois. Là, c'est un avis défavorable. Parce que cet amendement aboutirait à prévoir une double consultation en matière de droits de l'enfant. Consultation du collège, dont l'adjoint fait partie d'ailleurs, et donc il serait à la fois dédoublement de la personnalité, en tant que membre du collège, surtout s'il l'avait présidé à ce moment-là, il aurait donné un avis au titre du collège, et puis un autre avis à titre individuel. Puis consultation du défenseur des enfants, adjoint du défenseur des droits, pour la mise en œuvre du pouvoir de recommandation et d'injonction, procédure beaucoup trop lourde. En outre, je rappelle donc que les adjoints sont membres du collège, et par conséquent, ils ont eu tout loisir de s'exprimer dans le cadre de celui-ci. Donc avis défavorable. Merci, Monsieur le ministre. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Et je voudrais dire que cet amendement est dans le droit fil de l'amendement précédent, sur lequel j'ai donné un avis défavorable. Et je veux à nouveau donner un avis défavorable parce que, Monsieur Young, vos deux amendements vont dans le même sens. Et s'ils sont adoptés tous les deux, il n'y aura plus de rapport spécial. Simplement, on vise, par ces deux amendements, à supprimer le rapport spécial. Et ce rapport spécial était un vrai progrès, parce qu'il permettait aux défenseurs des droits d'intervenir d'une façon particulière et de, par ce rapport spécial, de bien marquer que l'injonction était suivie et qu'il y avait là un plus dans la garantie des droits. Par l'amendement précédent, qui a eu succès, donc j'ai plus rien à dire, on rend public obligatoirement le rapport spécial, c'est-à-dire qu'il n'y en aura plus. Et ici, avec cet amendement, vous visez à peu près au même objet, c'est-à-dire à faire en sorte que le défenseur des droits n'utilise pas le rapport spécial. Et c'est la raison pour laquelle je donne un avis défavorable. Merci. Je me vois l'amendement 93. Qui a reçu deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement 93 n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 21 dans son ensemble. Qui est pour? Qui est contre? L'article 21 est adopté. L'article 21 bis A est supprimé. Article 21 bis, un amendement 94. La parole est à Richard Young. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui vient compléter l'article 21 bis, alinéa 1, qui dit « Le défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance et par voie de médiation ». Donc on voit bien l'esprit qu'il y a là, mais que nous approuvons, mais nous pensons que ceci ne s'applique pas au cas où les droits des enfants sont concernés, parce qu'il y a évidemment un déséquilibre. La médiation, la recherche d'un accord, d'un compromis, peut s'imaginer facilement et même souhaitable dans le cas où deux adultes, ayant leurs raisons, sont en cause. Mais quand il y a un adulte et un enfant, a priori a fortiori deux enfants, nous pensons que cette mécanique-là ne s'applique pas. C'est pour ça que nous voulons la mettre un peu à l'écart de cet article 21 bis. Monsieur le rapporteur. Cet amendement tend à écarter l'utilisation du pouvoir de médiation dans les situations mettant en cause les droits de l'enfant. Une telle restriction ne paraît pas justifiée. En effet, même lorsque l'intérêt de l'enfant est en jeu, une médiation doit pouvoir être conduite, par exemple entre les parents et les services sociaux, et c'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable. Monsieur le ministre.
Je mettrai le même avis. D'ailleurs, lors de son audition par le rapporteur, la défenseure des enfants a indiqué que la médiation constituait son mode principal d'intervention et permettait de résoudre un grand nombre de difficultés par l'intervention des correspondants territoriaux. Donc, avis défavorable. Je mets aux voix l'amendement 94. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 21 bis dans son ensemble. Quels sont ceux qui sont pour? Contre. L'article 21 bis est adopté. Un article 21 ter, sur lequel j'ai un amendement 49. Richard Yung. Merci, Monsieur le Président. À l'article 21 ter, nous voudrions, par cet amendement, réintroduire en quelque sorte, ou introduire, rajouter ce qui concerne les règles de déontologie, c'est-à-dire en fond ce qu'étaient les activités de feu la CNDS. L'article 21 prévoit que le défenseur des droits considère les réclamations des personnes victimes de discrimination, mais il ne parle pas des cas de personnes qui sont victimes du non-respect des règles de déontologie. Donc nous voulons rajouter ce cas de figure. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, l'article 21 ter a été introduit par le Sénat en première lecture pour reprendre une disposition de la loi relative à la HALD. En effet, en matière de discrimination, les victimes sont confrontées souvent à de grandes difficultés pour établir la preuve de leur discrimination. C'est pourquoi il peut être important que le défenseur les assiste dans la constitution de leur dossier. L'aide du défenseur des droits peut être également utile aux enfants. En revanche, cette logique d'assistance dans d'autres démarches paraît moins évidente et c'est la raison pour laquelle, en toute hypothèse, on peut penser que le défenseur des droits aidera les personnes qui en auraient besoin à identifier les procédures adaptées à leur cas. Donc, je n'ai pas d'hostilité à cet amendement, sagesse. Monsieur le ministre. Avis défavorable. Alors, sagesse de la Commission, avis défavorable du gouvernement. Pas d'explication de vote. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? L'amendement n'est pas adopté. Amendement 140, Madame Garriaud-Maylam. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à compléter l'article 21 ter relatif à l'assistance éventuelle du défenseur des droits dans la constitution d'un dossier. Alors, bien évidemment, j'imagine, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, que vous allez me dire que rien dans la loi organique n'empêche que le défenseur des droits puisse donner des conseils quant aux démarches à entreprendre dans la constitution des dossiers à déposer lorsqu'une affaire inclut une dimension internationale. Pourtant, il me semble essentiel de préciser que cette aide est possible, y compris lorsque ces affaires incluent cette dimension internationale. J'aurais eu envie de dire surtout lorsqu'il y a une dimension internationale, mais bien évidemment, je ne pouvais aller jusque-là. Car de telles affaires, lorsqu'elles concernent nos concitoyens à l'étranger, nécessitent une expertise particulière qu'il sera important que le service en charge des ressources humaines du défenseur des droits prenne en compte. Sur le plan de l'information des usagers, Monsieur le rapporteur, cette précision est également essentielle, car trop de nos concitoyens se sentent désemparés lorsque leur affaire concerne un litige impliquant un organisme français, un organisme à l'étranger ou un ressortissant à l'étranger, et je pense notamment aux déplacements illicites d'enfants. Ce sont des affaires complexes, j'ai déjà eu l'occasion de le dire hier, et je trouve vraiment qu'une telle mention serait très utile pour l'information de nos compatriotes à l'étranger, pour qu'ils sachent qu'effectivement, ils pourraient bénéficier d'une assistance du défenseur des droits. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, cet amendement aborde naturellement un point très important, qui est celui des déplacements illicites d'enfants. J'ai cependant un regret, c'est que je crains que, dans sa rédaction, il n'y ait aucune précision utile apportée, et je crains aussi que le défenseur des droits ne puisse pas faire grand-chose dans ce domaine,
parce qu'il y a d'autres organismes qui doivent intervenir, notamment les services du garde des Sceaux, d'ailleurs, et qui, dans ce domaine, sont en première ligne. Alors, il va de soi que le défenseur des droits doit intégrer la dimension internationale. On l'a bien vu à propos du défenseur des enfants. Ça fait partie de sa mission lorsqu'il traitera de telles affaires. Mais je ne pense pas que cet amendement apporte quoi que ce soit de positif. C'est plutôt un vœu pieux. C'est la raison pour laquelle je demanderai plutôt le retrait. Et sinon, je serai obligé de mettre un avis défavorable. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord confirmer ce qu'a dit le rapporteur. Il existe en effet au ministère de la Justice, à la direction des Affaires civiles et du Sceau, un bureau qui est tout entier dédié à la question. Néanmoins, moi je suis sensible au fait que vous ayez développé cette question à plusieurs reprises et je serai moins sévère que le rapporteur. Je m'en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement. Bien. Explication de vote, Richard Yung. Merci, Monsieur le Président. Je crois que cet amendement met le doigt sur un problème particulièrement sensible. Vous avez peut-être vu que la semaine dernière, nous avons eu un long débat sur le problème des enfants franco-japonais victimes d'enlèvement en cas de séparation des parents. Nous sommes donc, je crois, assez sensibilisés à cette question. Il n'y a pas que le Japon qui est concerné, beaucoup d'autres pays. Monsieur le garde des Sceaux, nous savons qu'il y a une direction ou une sous-direction qui suit ces questions-là dans votre ministère et qui est active et qui fait des propositions. Et je crois que, pour notre part, l'amendement qui est proposé là va dans le bon sens. Et donc nous le soutiendrons. Merci. Christian Cointat. Ministre, mes chers collègues, tout à l'heure, notre rapporteur a reconnu l'intérêt de cette proposition pour arriver à la conclusion que finalement, elle n'était pas forcément nécessaire. Mais je crois que ce qu'a dit tout à l'heure Richard Yung montre que c'est nécessaire. Vous le savez très bien, monsieur le rapporteur, notre pays a beaucoup de qualités, mais un grand défaut. Ce grand défaut, c'est de se regarder l'intérieur et non pas l'extérieur. Et il est bon que dans les textes de loi, on rappelle la dimension internationale. Voilà pourquoi ce n'est pas superfétatoire, c'est même au contraire une ouverture, un éclairage et une volonté. Et donc j'invite mes collègues à soutenir l'amendement de Joëlle Garriaud-Maylam, car ce sera une avancée, un plus, justement dans la prise en compte de problèmes extrêmement complexes et extrêmement douloureux. Madame Garriaud-Maylam. Oui, je voudrais remercier mes deux collègues et je voudrais également faire une précision. Dans cet amendement, même si j'ai parlé des déplacements illicites d'enfants dans l'exposé des motifs, il n'y est pas fait référence parce que ce sont des problèmes très importants à l'international. Comme je le disais, ils nécessitent une expertise spécifique et comme l'ont très bien dit mes deux collègues, Richard Yung et Christian Cointat, il nous semble important de pouvoir l'indiquer dans la loi. Donc, puisque Monsieur le ministre appelle à la sagesse, j'espère que mes collègues suivront cet avis de sagesse et je les en remercie. Bien, je mets aux voix l'amendement 140. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? L'amendement est adopté. Je mets aux voix l'article 21 ter dans son ensemble. Quels sont ceux qui sont pour? Oui, il y en a quelques-uns quand même. Bien. Quels sont ceux qui sont contre? Adopté. Article 22. Un amendement 95 qui est présenté par Richard Yung. Merci, Monsieur le Président. C'est dans la logique des observations ou des amendements que nous avions précédemment faits. Donc, cet article 22 prévoit, en fait, dans son alinéa 1, la possibilité de conclure des transactions dans les situations dont aurait à connaître le défenseur. Nous pensons que, là encore, c'est une technique qui est bonne, en général, mais, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, elle ne s'applique pas, ou peu, ou mal, au cas où un enfant est concerné, ou plusieurs enfants sont concernés. C'est pour ça, donc, que notre amendement vise à sortir
le cas particulier, enfin particulier ou pas, des enfants de cet alinéa et de cet article. Monsieur le rapporteur. Le grand 1 de l'article 22 donne au défenseur des droits un pouvoir de transaction. Le défenseur des droits pourrait ainsi proposer les termes d'une transaction visant à régler un litige. La transaction constitue, selon l'article 2044 du Code civil, un contrat. Par conséquent, un mineur n'aurait pas la capacité de conclure une transaction. Seuls pourraient le faire ses représentants légaux. En outre, une telle transaction devrait nécessairement être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui a déjà été dit, ce à quoi doit veiller le défenseur des droits. L'amendement n'apporte donc aucune précision utile. Par conséquent, avis défavorable. Monsieur le ministre, même avis. Alors, je vais mettre aux voix l'amendement 95. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement 95 n'est pas adopté. L'article 22 dans son ensemble, qui est pour? Qui est contre? L'article 22 est adopté. L'article 23 n'est pas modifié. L'article 23 bis non plus. Nous en arrivons à l'article 24 et à l'amendement 78 qui est présenté par Éliane Assassi. Oui, merci Monsieur le Président. Donc cet article 24, il est précisé que le défenseur des droits peut consulter le Conseil d'État et qu'il peut également rendre public l'avis émis donc par le Conseil d'État. Donc nous considérons que s'agissant d'un avis émanant d'une telle autorité et donc qui revêt par nature une certaine importance, il serait plus logique et plus utile qu'il soit rendu public. Monsieur le rapporteur. Il apparaît préférable de laisser au défenseur des droits une liberté d'appréciation en la matière en fonction de l'importance et du contenu de l'avis rendu, donc avis défavorable. Ministre, même avis. Pas d'explication de vote. Je mets aux voix qui est pour. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 24 dans son ensemble. Qui est pour? Qui est contre? L'article 24 est adopté. L'article 24 bis est supprimé. À l'article 25, un amendement 96. La parole est à Richard Young. Merci Monsieur le Président. Donc, c'est sur l'article 25, alinéa 1. L'article 25, alinéa 1 dit « Le défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent utiles. » Nous proposons de le compléter et de le préciser. Nous allons dans le même sens, en précisant donc qu'il peut également, sur proposition du défenseur des enfants, suggérer toute modification de texte concernant les droits des enfants et en particulier la transposition des engagements internationaux. Nous pensons qu'ainsi les droits des enfants seraient mieux protégés. Merci, Monsieur le rapporteur. Cet amendement vise à garantir aux défenseurs des droits les mêmes prérogatives que celles possédées par l'actuel défenseur des enfants, à savoir proposer l'intégration des droits reconnus à l'enfant par des conventions ratifiées ou signées par la France. Cet amendement est largement satisfait par le deuxièmement de l'article 4 du projet de loi organique qui prévoit que le défenseur des droits est chargé de défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, conformément à la mission énoncée à l'article 1er de la loi du 6 mars 2000 instituant le défenseur des enfants. Par conséquent, comme il est satisfait, je demande le retrait, sinon avis défavorable. Monsieur le ministre. L'amendement 96 est tout à fait satisfait par le premier alinéa de l'article et c'est la raison pour laquelle je demande à mon tour le retrait ou avis défavorable. Maintenu. Je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? L'amendement n'est pas adopté. Amendement 97. Monsieur Young. Merci Monsieur le Président. Je crains d'avoir la même remarque, alors que c'est un excellent amendement, puisque nous proposons de rajouter que le défenseur des droits rend un avis sur tout projet ou proposition de loi concernant les enfants, proposition ou projet de loi venant devant l'une des assemblées. Nous pensons que ceci serait de nature à renforcer la défense du droit des enfants. Merci. Monsieur le rapporteur.
L'auteur de l'amendement souhaite que le défenseur des droits soit systématiquement consulté sur tout projet ou proposition de loi concernant les enfants. Votre commission est défavorable à cet amendement numéro 97, ainsi qu'à l'amendement numéro 19 de M. Portelli, qui a le même objet, et ce pour 3 raisons. La rédaction proposée est particulièrement large et ne vise pas les droits de l'enfant, mais les enfants en général. Aucune consultation obligatoire n'est prévue par la loi du 6 mars 2000 instituant un défenseur des enfants. Enfin, votre commission se rallie à l'amendement de compromis du gouvernement qui va venir tout à l'heure, l'amendement numéro 153, et par conséquent, j'émets un avis défavorable à cet amendement. Merci. L'amendement 19 a été retiré, monsieur le rapporteur. Défavorable sur le 97. Défavorable sur le 97. 97, 2 avis défavorables. Je mets aux voix quels sont ceux qui sont pour. Contre. L'amendement n'est pas adopté. Un amendement 153 sur lequel on a déjà l'avis de la commission. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur a eu la gentillesse de dire que c'était un bon amendement, donc je serai court dans la présentation. Il s'agit simplement de rédiger le second alinéa de l'article 25 de la façon suivante. C'est-à-dire le défenseur des droits, peut être consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi intervenant dans son champ de compétences. Et il s'agit donc de donner la plénitude de prérogatives au défenseur des droits. Merci. On a l'avis du rapporteur. Donc avis favorable, bien sûr. Je mets aux voix l'amendement 153 du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. Amendement 98. La parole est à Richard Yung. Merci, Monsieur le Président. Je le présente... si j'ose dire, pour mémoire, car j'imagine la réponse, notre proposition étant d'élargir ou de préciser la compétence du défenseur des enfants et du défenseur des droits, donc, dans, disons, le volet international de la défense et de la promotion des droits des enfants. Nous le spécifions par notre alinéa qui figure ici en amendement. Merci. Monsieur le rapporteur. Cet amendement est largement satisfait par l'alinéa 4 de l'article 25 inséré par notre commission. Cet alinéa prévoit que le défenseur des droits contribue à la demande du Premier ministre à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines relevant de son champ de compétences, ce qui inclut naturellement la défense et la promotion des droits de l'enfant. En outre, il faut signaler que l'amendement présente une difficulté majeure. Tel qu'il est rédigé, le défenseur des droits devrait, en collaboration avec le défenseur des enfants, contribuer à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales, y compris dans le domaine des relations des citoyens avec l'administration, de la déontologie de la sécurité ou de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité, ce qui serait pour le moins curieux. Donc, avis défavorable. Monsieur le ministre. Je donne également un avis défavorable. Je partage l'avis du rapporteur sur le fait que l'amendement est largement satisfait par l'alinéa 4 de cet article. Et pour ce qui est de la présence du défenseur des droits à la représentation française dans les instances internationales, elle ne peut pas être possible dès lors que cette position ne peut constitutionnellement être arrêtée que par le président de la République ou le Premier ministre et que très naturellement cela est incompatible avec l'indépendance du défenseur des droits. Je demande donc le retrait de cet amendement. Bien. Monsieur Yung, maintenu. Je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? L'amendement n'est pas adopté. Amendement 99. Il est défendu. Monsieur le rapporteur. Cet amendement a une incidence sur la politique étrangère de la France. Il apparaît donc nécessaire de demander l'avis du gouvernement sur ce point. Monsieur le ministre. Je remercie le rapporteur du fait qu'il ne veut pas donner d'injonction au pouvoir exécutif dans la gestion des affaires internationales. Et de la même façon, l'indépendance du défenseur des droits interdit qu'il soit associé à la définition de la politique étrangère. Donc, avis défavorable. Bien.
Pas d'explication de vote. Je mets aux voix l'amendement 99. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement 99 n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 25 dans son ensemble. Pour? Contre? L'article 25 est adopté. Article 26. Deux amendements en discussion commune, 136 et 137. Monsieur Young, vous pouvez peut-être nous les présenter ensemble, puisqu'ils sont en discussion commune. Merci, Monsieur le Président. Le 136 est un amendement de suppression de l'alinéa 1 de l'article 26 qui dit « Le défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle ». Nous considérons que cet alinéa va plus loin qu'il n'est nécessaire et que l'expérience qui a été acquise, en particulier à la HALD, a montré à de nombreuses reprises que les observations qu'elle présentait devant les juridictions, après avoir été parfois rejetées en première instance, ont été accueillies favorablement en appel ou au second degré. Et au regard des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de l'autorité judiciaire, la suppression de cet alinéa ne peut être interprétée comme autorisant le défenseur de droit à remettre en cause la décision juridictionnelle, même quand elle n'est pas définitive. Voilà pour le premier amendement, le 136. Et pour l'amendement 137, nous souhaitons compléter l'alinéa 1 donc, de l'article 26 par les mots « devenue définitive », donc une décision devenue définitive. Chers collègues, monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission sur ces deux amendements. Alors, sur l'amendement 136, il va de soi que le fait de prévoir que le défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle n'aura pas pour effet d'interdire à celui-ci de présenter des observations en appel ou en cassation. En outre, le fait de supprimer cette disposition pourrait être interprété comme autorisant le défenseur des droits à remettre en cause une décision juridictionnelle. Par conséquent, je demanderai le retrait, sinon avis défavorable. Et pour l'amendement 137, l'amendement prévoit que le défenseur des droits ne pourrait remettre en cause une décision juridictionnelle devenue définitive. Cela va de soi. Les auteurs de l'amendement craignent que le défenseur des droits se voit contester le droit de présenter des observations en appel ou en cassation. Cette crainte paraît totalement infondée et la précision apportée n'apparaît pas nécessaire. Donc, demande de retrait ou avis défavorable. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je veux dire deux mots sur ces deux amendements parce qu'ils me semblent remettre en cause un principe particulièrement important. Et je crois que cela mérite une réponse au fond. L'amendement numéro 136 qui vise à supprimer le premier alinéa de l'article 26 a pour conséquence de battre en brèche un principe fondamental auquel je suis personnellement très attaché, qui est celui que ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle que par l'exercice des voies de recours prévues. Si on sort de cette règle et si on permet à qui que ce soit de critiquer une décision de justice autrement que par les voies de recours, il ne faudra pas se plaindre du résultat obtenu. Et je crois qu'il faut en rester là. C'est la raison pour laquelle je suis tout à fait hostile à l'amendement de suppression. Quant à l'amendement de repli qui vise que les décisions devenues définitives, il n'y a pas lieu de permettre au défenseur des droits de remettre lui-même en cause une décision de justice, fût-elle provisoire. Il appartient aux parties de le faire en utilisant les voies de recours et que, très naturellement, dans ce cadre-là, le défenseur des droits pourra faire valoir son point de vue dans le cadre d'une assistance en appel ou en cassation. Pour ces deux motifs, je suis tout à fait défavorable à ces amendements. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais mettre aux voix l'amendement 136 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement 136 n'est pas adopté. L'amendement 137, même vote.
Je vous en remercie. Les deux amendements ne sont donc pas adoptés. Un amendement 100 qui est présenté par Richard Yung. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement de précision. Nous souhaitons préciser qu'il s'agit, dans cet article 26, d'inviter le défenseur des droits ou le défenseur des enfants. C'est donc une simple précision. Monsieur le rapporteur. On en a déjà parlé de nombreuses fois. Le défenseur des enfants n'a aucune existence constitutionnelle. En revanche, le défenseur des droits pourra ensuite déléguer cette présentation d'observation à chacun de ses adjoints, et en particulier au défenseur des enfants, le cas échéant, conformément à l'article 11A, tel qu'il résulte des travaux de votre commission. De ce point de vue, l'amendement est donc largement satisfait, et c'est la raison pour laquelle je demande le retrait, sinon avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Maintenu. Maintenu, Monsieur Young. Il est maintenu. Très bien. Je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? L'amendement n'est pas adopté. Un amendement 141, Madame Garriaud, mesdames. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à compléter l'alinéa 2 de l'article 26 en indiquant lorsqu'une juridiction est appelée à statuer sur un déplacement illicite d'enfants ou sur l'autorité parentale alors que l'un des parents est étranger, l'information sous forme d'observation écrite ou orale du défenseur des droits ou sur sa délégation du défenseur des enfants est systématique. Une fois de plus, nous nous penchons sur ces questions épineuses de déplacement illicite d'enfants. Permettre aux défenseurs des droits ou aux délégués aux droits des enfants de sensibiliser, par exemple, les juridictions étrangères à la jurisprudence sur ces cas de déplacement d'enfants aux pratiques étrangères ou aux différentes possibilités de règlement du litige dans l'intérêt supérieur de l'enfant constituerait une avancée significative dans la gestion de ces affaires complexe. Il s'agit bien sûr d'un amendement d'appel. Je suis conscient de la volonté du gouvernement par cette loi organique de doter le défenseur des droits d'un cadre institutionnel souple qu'il pourra ensuite lui-même adapter aux exigences de sa fonction. Toutefois, il me semble essentiel, dans ces cas de protection de l'enfance, qu'un certain nombre de garanties soient inscrites dans la loi. Vous le savez, j'avais co-signé les amendements d'Hugues Portelli visant à maintenir un défenseur des enfants indépendant, puisque ceci semble s'avérer impossible. Il me semble essentiel de garantir à l'adjoint en charge de la protection de l'enfance une réelle autonomie sur un certain nombre de sujets et en particulier sur ces problèmes de déplacement illicite d'enfants. Si l'obligation d'une intervention systématique du défenseur des enfants dans ce type de procédure aux conséquences extrêmement lourdes, puisqu'elles peuvent aller jusqu'à la légalisation de l'enlèvement d'un enfant vers un pays étranger avec à la clé l'impossibilité de revoir l'un des parents ou d'en apprendre la langue, n'est pas inscrite dans la loi, il y a fort à parier qu'elle demeurera exceptionnelle. Pourtant, ce défenseur des droits des enfants pourrait constituer la personne clé dans des procès où trop souvent nos juridictions se dessaisissent ou prennent des décisions mettant en péril la capacité de l'enfant à maintenir un contact avec ses deux parents, faute de sensibilisation des avocats et des juges aux enjeux de ces déplacements illicites d'enfants. Un représentant du défenseur des droits qui connaîtrait le cadre légal et la jurisprudence, pays par pays de préférence, serait un formidable pas en avant, en liaison bien évidemment avec les bureaux du ministère de la Justice en charge de ces dossiers, pour résoudre ces problèmes. Merci, Monsieur le rapporteur. Cet amendement prévoit l'intervention systématique du défenseur des droits dans un cas de figure très précis, à savoir lorsqu'une juridiction est appelée à statuer sur un déplacement illicite d'enfants ou sur l'autorité parentale alors que l'un des parents est étranger. Sans sous-estimer la gravité de la situation visée, il convient de laisser aux juridictions, aux parties en cause et au défenseur des droits lui-même d'apprécier au cas par cas, in concreto, si l'intervention de ce dernier est utile. Rappelons que si le défenseur des droits demande lui-même à intervenir dans une procédure, son intervention est de droit. Par conséquent, je ne vois pas l'intérêt de rendre obligatoire et systématique cette intervention. C'est la raison pour laquelle je préférerais un retrait, sinon avis défavorable. Monsieur le ministre.
Merci, Monsieur le Président. J'ai bien compris que Mme Garriaud-Maylam avait annoncé cet amendement comme étant un amendement d'appel. Et je partage l'avis du rapporteur sur le fond. Je pense que les juridictions sont plutôt bien informées de ces questions. Nous avons actuellement, je ne peux pas vous laisser dire ça, Madame le Sénateur, nous avons actuellement un certain nombre d'affaires assez délicates qui sont pendantes devant des juridictions, et je suis prêt d'ailleurs à rappeler via les procureurs généraux le contenu de la convention de La Haye. Il n'y a aucun problème, mais je ne pense pas que la bonne solution soit la présence obligatoire du défenseur des droits. Je pense que ça alourdirait les procédures et que ça irait plutôt à l'encontre du but que vous poursuivez. Je vous le dis, je suis prêt à augmenter la formation et je le ferai par l'intermédiaire des procureurs généraux. Et au bénéfice de cette assurance, je vous propose de retirer votre amendement. Bien, Madame Garriaud-Maylam. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de ces avancées, parce que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent. La Convention de La Haye ne résout pas tous les problèmes. Loin de là, nous avons besoin de meilleure information, de meilleure formation des magistrats en ce domaine. Et donc, vraiment, je vous remercie beaucoup de ces avancées. Et au bénéfice de ce que vous venez de nous dire, bien évidemment, je retire mon amendement. L'amendement est retiré. Je mets aux voix l'article 26 dans son ensemble. Qui est pour? Contre? Article 26 est adopté. Article 26 bis, un amendement 101. La parole est à Richard Yung. Merci, Monsieur le Président. Dans la lignée des amendements précédents, il s'agit de rajouter et de préciser que le défenseur des enfants peut participer à ces actions de communication et d'information. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, on a déjà longuement parlé des pouvoirs des adjoints. Dans ce domaine, il en est comme dans les autres. Le défenseur des droits déléguera s'il le juge nécessaire, mais il n'est donc pas possible de prévoir que le défenseur des enfants assure la promotion des droits de l'enfant. Seul le défenseur des droits peut le faire. Donc avis défavorable. Monsieur le ministre, même avis. Je mets aux voix l'amendement 101. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement 100 n'est pas adopté. Amendement 103. Dans la même lignée, j'imagine avec le même type de réponse, nous voulons viser la Convention internationale relative aux droits des enfants comme un des points importants de l'action que pourrait avoir le défenseur des droits ou son substitut, le défenseur des enfants. Monsieur le rapporteur. Notre point de vue, Monsieur le Président, et par conséquent avis défavorable. C'est au défenseur des droits d'assurer cette mission et pas au délégué ou à l'adjoint qui l'a nommé. Monsieur le ministre, même avis. Je mets aux voix l'amendement 103. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement 103 n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 26 bis dans son ensemble. Qui est pour? Qui est contre? L'article 26 bis est adopté. Un article 26 terre. Avec trois amendements de discussion commune, 2 amendements identiques, les amendements 50 et 79. L'amendement 50. Monsieur Yung. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de préciser le 26 ter qui dit « Le défenseur des droits saisit les autorités locales compétentes de tout élément, etc. » Nous voudrions préciser dans le cadre de sa mission de défense des droits et des intérêts des enfants, le défenseur des droits saisit le président du Conseil général de toute situation d'enfant. Nous voulons préciser l'autorité à laquelle s'adressera le défenseur des enfants. Vous le savez aussi bien que moi, ou mieux que moi, c'est le président du Conseil général ou le Conseil général qui sont les premiers responsables de ces actions. Merci. Monsieur le rapporteur. Pardon. Amendement identique. Pour le groupe CRC, il est présenté par Josiane Maton-Poitin. Oui, merci, Monsieur le Président. En première lecture, le projet de loi a été amendé pour prendre en compte une disposition inscrite dans la loi de 2000 créant le défenseur des enfants et donnant compétence au président du Conseil général pour les affaires susceptibles de justifier l'intervention des services de l'aide sociale à l'enfance. Elle l'a fait en émettant des réserves
L'une a été effacée par l'Assemblée nationale qui a rendu la saisine obligatoire, l'autre portant sur la mention du président du Conseil général à laquelle elle a préféré celle d'autorité locale, au motif que la compétence du président du Conseil général ne faisait pas l'objet d'une disposition organique et que toute modification ultérieure de ces compétences exigerait donc une révision de la loi organique dont nous examinons le projet. Donc je note que lorsqu'il s'agit de nombreuses lois et autres, notamment en matière de sécurité ou de justice pénale, la perspective de réviser les lois empilées les unes sur les autres ne pose aucun problème. Or là, il ne serait pas logique de contourner la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Donc nous considérons, avec l'Association des départements de France d'ailleurs, non pas qu'il nous dicte, mais qui nous donne un avis et nous le suivons parce que nous le partageons, que le rôle du président du Conseil général est bien le chef de file de la protection de l'enfance et qu'il donc il faut adapter ce texte à la reconnaissance de son rôle. Merci. Alors on a encore un amendement 104 qui est en discussion commune. Il est présenté par Richard Yung. Merci, Monsieur le Président. Il est dans la même philosophie que les deux amendements que nous venons de voir. C'est un amendement, en quelque sorte, de repli. Merci. Alors, Monsieur le rapporteur, sur les trois amendements. Alors, si vous voulez bien, Monsieur le Président, je débuterai avec les deux premiers amendements. D'ailleurs, Madame Maton-Poignant a déjà répondu, en fin de compte, au véritable fond de la question. C'est-à-dire qu'il y a une impossibilité technique à suivre les auteurs des deux amendements. On ne peut pas, dans une loi organique, modifier en réalité des dispositions qui relèvent de la loi ordinaire. Par conséquent, à partir du moment où on citait dans la loi organique le président du département ou le département lui-même, à chaque fois qu'on allait toucher aux compétences départementales, on allait être obligé de modifier la loi organique. Donc ce n'est pas possible, et c'est la raison pour laquelle, pour ces strictes raisons techniques, on ne peut pas se rallier à ces deux amendements, et ce sera donc un avis défavorable. Alors, en ce qui concerne le troisième amendement, qui est un peu différent de nature, c'est un amendement qui se présente comme un amendement technique de coordination avec la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Je n'ai pas personnellement une idée très précise sur cette question. C'est pour ça que je demanderai l'avis du gouvernement et la commission s'y ralliera. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Sur les deux premiers amendements, je crois qu'il faut simplement rappeler que lorsque dans la loi on parle du préfet, on ne dit jamais le préfet. On dit le représentant de l'État dans le département. Et là, c'est la même chose, on parle des autorités locales compétentes, c'est le parallélisme des formes, parce que, oui, jamais il y a préfet, il y a représentant de l'État dans le département. Et il a d'ailleurs changé de nom parfois. Et vous le savez bien, commissaire de la République, monsieur le doyen, commissaire du gouvernement c'est lui, et commissaire de la République c'est, je sais pas, le fils de monsieur, voilà. Donc tout va bien ainsi. Et je crois qu'il faut en rester là, donc avis défavorable sur ces deux amendements. Quant à l'amendement numéro 104, il n'apporte pas de véritable amélioration par rapport à la rédaction actuelle, qui reprend celle retenue dans la loi du 6 mars 2000 instituant le défenseur des enfants, auquel vous avez dit tout votre attachement. Donc on essaye de reprendre chaque fois que cela est possible dans la loi tout ce qui concerne le défenseur des enfants. Avis défavorable. Bien. Alors, je mets aux voix les deux amendements identiques. Pas d'explication de vote. Amendements 50 et 79. Qui est pour? Monsieur Masson. Monsieur Masson voulait parler. Je lui donne la parole. Excusez-moi un instant de distraction. Non, je voudrais dire que sur les deux premiers amendements, je voterai contre parce qu'il peut. Actuellement, on est en train de modifier la loi sur les collectivités territoriales. On peut très bien avoir un département où la région fusionne avec, enfin, deux départements où les deux départements fusionnent avec la région. Et on pourrait se retrouver avec plus de président de conseil général, ça serait le président d'une seule assemblée, etc. Et donc, ça poserait un problème inextricable. Alors, je le dis d'autant plus que ça n'apporte strictement rien de mettre le terme président de conseil général.
Donc moi, je crois que les deux premiers amendements ne sont pas pertinents. Par contre, je soutiendrai le troisième, que moi dont je trouve qu'il a un certain intérêt. Merci de ces compléments qui vont permettre au Sénat de s'exprimer en toute clarté. Donc sur les deux premiers amendements, qui est pour, qui est contre, les deux amendements ne sont pas adoptés. Sur l'amendement 104, qui est pour, qui est contre, l'amendement 104 n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article dans son ensemble, 26 ter, qui est pour, contre, l'article 26 ter est adopté. Après l'article 26 ter, deux amendements, un amendement 76 qui est présenté par la présidente Nicole Mavrocordaca. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous voyez, ça relève bien de la loi organique, puisqu'on ne va pas dans le détail de la société civile. Alors, cet amendement est totalement inspiré du président de la HALDE, l'actuel. Et je dis tout de suite, la HALDE n'est pas un groupe de pression économique, un lobby économique, comme on en connaît d'autres, quelquefois, qui font des amendements. Puisque la HALDE fait le président actuel de la HALDE, qui n'est pas hostile, si j'en crois, sa nomination et ce qu'il dit à la création du défenseur des droits, mais néanmoins qui, sur la base de l'expertise justement de la HALDE, vous voyez que l'expertise des autorités, elle a un intérêt, parce qu'elle permet de voir comment on peut agir sur certains comportements, dispositions, en l'occurrence discrimination, de proposer de consulter la société civile. Donc moi je dirais la recherche, l'université, le monde économique, les associations, ajoutons les organisations syndicales qui sont souvent oubliées alors qu'elles sont représentatives du monde du travail. Donc, bien sûr, il y a les collèges, mais on voit bien que les collèges, d'abord, leur composition, leur nombre et leur consultation devient très aléatoire dans votre dispositif. Donc, ça ne nous paraît pas être suffisant. Et ce défenseur des droits, homme omnipotent et puissant, tout seul, qui prend ses décisions, aurait effectivement serait bien inspiré, sur la base de l'expérience notamment de la HALDE, mais d'autres aussi, il faut bien le dire, d'avoir des échanges réels et de les organiser. Donc la loi ordinaire peut le faire, ou des décrets, avec des représentants de la société civile. Merci. Alors, amendement identique, l'amendement 138. Il est défendu ? Il est défendu. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Rien n'interdira aux défenseurs des droits, sans base légale particulière, de consulter régulièrement les membres de la société civile par quelque moyen que ce soit, si tant est que la notion de société civile soit claire. Je ne sais pas très bien ce à quoi ça correspond. Et c'est la raison pour laquelle je demanderai pour les deux amendements qui n'apportent pas grand-chose de plus par rapport au pouvoir du défenseur des droits, le retrait, sinon avis défavorable. Monsieur le ministre. Bien, Monsieur le Président, je vous remercie. Je veux simplement dire aux auteurs de ces deux amendements que, très naturellement, j'y suis défavorable parce qu'il me semble d'abord contraire à l'article 2 de la loi. Je rappelle que le défenseur des droits est une autorité indépendante et qu'il organise comme il l'entend les consultations qu'il peut mener. Donc tout texte qui irait dans un sens contraire ne peut avoir qu'un avis défavorable, ce qui est le cas. Bien. Pas d'explication de vote. Je mets aux voix ces deux amendements. Quels sont ceux qui sont pour ? Contre ? Ces amendements ne sont pas adoptés. Nous en arrivons à l'article 27. À l'article 27, l'amendement 10 a été retiré. J'ai donc deux amendements présentés par le groupe socialiste. Un amendement 51, Monsieur Young, puis après un amendement 105. Merci, Monsieur le Président. L'amendement 51 vise à compléter le rapport obligatoire, en quelque sorte, qui est remis au Président de la République par le défenseur des droits et couvrant son activité générale. Nous proposons de le compléter par un rapport
traitant des différentes activités thématiques qui seront les siennes, puisqu'il a repris les différentes activités que vous connaissez. Merci. Alors, monsieur le rapporteur. Ah non, il y a en discussion. Le 105, monsieur Young, puisqu'ils sont en discussion commune. Sur le 105, nous rajoutons simplement la référence au défenseur des enfants. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, Monsieur le Président, cet amendement, le premier, le 51, paraît un peu curieux. Il prévoit que le défenseur des droits présente chaque année un rapport général qui comprend un rapport relatif à chacun de ses domaines de compétences. C'est les poupées gigognes ou les matrioshkas. Comment un rapport peut-il comprendre d'autres rapports? Nous avons préféré une autre rédaction. La notion d'annexe thématique retenue par la Commission est beaucoup plus claire. C'est la raison pour laquelle je demanderai le retrait de cet amendement. Sinon, avis défavorable. Et quant à l'amendement 105, il apparaît peu clair. S'il s'agit de prévoir un rapport spécifique consacré aux droits de l'enfant, il est satisfait par la rédaction adoptée par la Commission des lois à l'alinéa 4. S'il s'agit de prévoir que ce rapport spécifique est réalisé avec le défenseur des enfants, cet amendement apporte une précision qui ne paraît guère utile. Il est bien évident que le défenseur pourra, s'il le souhaite, s'appuyer sur l'expertise de ses adjoints pour la réalisation des rapports et annexes thématiques. Donc là encore, demande de retrait ou avis défavorable. Monsieur le ministre, même avis. Bien. Pas d'explication de vote. Je mets aux voix l'amendement 51 qui est pour, qui est contre. L'amendement n'est pas adopté. Je vous propose de considérer que le vote est identique sur l'amendement 105. Pas d'opposition, je vous remercie. Je mets aux voix l'article 27 dans son ensemble. Qui est pour, qui est contre. L'article 27 est adopté. Titre 4, dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du défenseur des droits. À l'article 28, un amendement 1 rectifié. La parole est à Christian Cointat. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous le savons tous, les difficultés que rencontrent les Français établis hors de France sont d'une particulière spécificité. Elles sont extrêmement complexes et demandent un minimum d'expertise pour être traitées avec efficacité. C'est ce que le médiateur actuel avait compris en désignant parmi les délégués du médiateur un délégué chargé des Français établis hors de France. Et cela a simplifié les choses et a considérablement amélioré le traitement des dossiers. Or, il se trouve quand l'Assemblée nationale a modifié le texte de l'article 28, non pas pour gêner les Français établis hors de France, mais pour essayer d'assurer une plus grande territorialité des délégués. Malheureusement, en se limitant au territoire national, ça nous enlève cette possibilité, ce qui explique pourquoi nous n'étions pas intervenus en première lecture, car le texte du Sénat nous paraissait correspondre à ce qu'il était possible de faire. Cet amendement a donc pour but, tout simplement, de rétablir ce qui existe à la satisfaction générale. Bien, monsieur le rapporteur. Sur le 1 rectifié. C'est un amendement qui prévoit la possibilité pour le défenseur des droits de désigner des délégués plus particulièrement chargés des questions intéressant les Français établis hors de France. Pas d'objection. Avis favorable. Je mets aux voix l'amendement 1 rectifié qui a 2 avis favorables. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. L'amendement 106, monsieur Sueur. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Afin de répondre à la nécessité d'incarnation des droits de l'enfant dans les territoires, des délégués territoriaux dédiés exclusivement à la défense et à la promotion des droits de l'enfant seraient, en vertu de notre amendement, désignés par le défenseur des droits sur proposition du défenseur des enfants. Je me permets de signaler qu'il s'agit d'abord d'une demande exprimée par la défenseur des enfants avec son dynamisme habituel, mais que de surcroît l'UNICEF soutient cette proposition et qu'enfin il existe aujourd'hui un réseau dans les différents départements de correspondants du défenseur des enfants. Il serait très dommageable que ce réseau soit remis en cause. C'est le sens de cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, il n'appartient pas au législateur organique de définir l'organisation territoriale du défenseur des droits.
Ce sera à lui et à lui seul d'apprécier dans quelle mesure et selon quelles conditions il conviendra de créer un réseau de correspondants territoriaux. Il est toutefois entendu qu'il pourra s'appuyer sur l'aide de ses adjoints et des collèges pour prendre ses décisions en la matière, mais en l'espèce, on ne peut pas accepter l'amendement 106, donc avis défavorable. Je mets l'amendement 106 aux voix. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement 106 n'est pas adopté. Deux amendements de discussion commune. Un amendement qui est présenté par Madame Garriaud-Mesdames, amendement 139 rectifié. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai cosigné l'amendement qui a été présenté par mon collègue Christian Cointat tout à l'heure et qui a été accepté. Je souhaitais simplement aller dans ma formulation un tout petit peu plus loin en disant il désigne plutôt qu'il peut désigner et en faisant encore référence à un délégué qui s'occuperait plus spécifiquement de la question de la protection des enfants et des déplacements illicites d'enfants. Mais l'amendement de mon collègue Christian Cointat, qui d'ailleurs avait aussi cosigné le mien, ayant été adopté, bien évidemment, je retire mon amendement et je fais confiance au gouvernement et au ministre en particulier pour que ce délégué aux droits des Français de l'étranger soit bien spécifiquement nommé. Je vous remercie. Merci. Alors, l'amendement 139 rectifié est retiré. L'amendement 23 n'est pas défendu, il tombe. Nous en arrivons à un amendement 53 rectifié qui est présenté par Jean-Pierre Sueur. Merci, Monsieur le Président. Oui, cet amendement a un objet qui est très clair. L'article 28 prévoit que le défenseur des droits désigne obligatoirement un ou plusieurs délégués pour chaque établissement pénitentiaire afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions du présent projet de loi. Il s'agit en fait d'une coordination avec l'article 6 de la loi pénitentiaire qui prévoit que le médiateur de la République désigne un ou plusieurs délégués pour chaque établissement pénitentiaire. S'il convient d'adapter l'action initialement entreprise par le médiateur de la République auprès des personnes détenues afin de leur permettre de bénéficier dans les meilleures conditions du droit reconnu à toute personne par l'article 71.1 de la Constitution de saisir le défenseur des droits, nous souhaitons préciser que cette mission devrait être accomplie sans préjudice des compétences du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Et je précise que notre amendement est d'autant plus justifié, nous semble-t-il, que puisque le Sénat a, à juste titre, décidé que le contrôleur général des lieux de privation de liberté ne serait pas englobé dans le défenseur des droits, donc il subsiste, ses prérogatives subsistent pleinement et il est très important que l'on définisse bien les compétences qui seront celles du défenseur des droits au travers des représentants qu'il pourra nommer au sein des établissements pénitentiaires par rapport aux prérogatives du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Autrement dit, il ne faut pas que les prérogatives du défenseur des droits amoindrissent, si peu que cela soit, les prérogatives qui sont aujourd'hui celles du contrôleur des lieux de privation de liberté. Merci. Monsieur le rapporteur. D'abord, je voudrais souligner à M. Sueur que le contrôleur général des lieux de privation de liberté n'a jamais considéré, ni dans ses rapports, ni lors des auditions devant les commissions des lois, que l'intervention des délégués du médiateur dans les prisons portait atteinte ou risquait de porter atteinte à ses compétences. La précision qui est déposée dans cet amendement 53 rectifié n'apparaît donc pas utile ni nécessaire et par conséquent, j'en demande le retrait ou s'il n'y a pas de retrait, avis défavorable. Monsieur le ministre, même avis. Je mets aux voix l'amendement 53 rectifié. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 28 dans son ensemble. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'article 28 bis a été supprimé. Article 29, un amendement 107. Normalement, il tombe, je crois, Monsieur Sueur.
Mais oui, nous proposons, dans la fidélité absolue à ce que nous défendons depuis le début du débat, Monsieur le Président, cela ne vous a pas échappé, de mentionner le défenseur des enfants dans l'amendement 107 et d'indiquer dans l'amendement 108, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, amendement auquel tient beaucoup Madame le défenseur des enfants et aussi l'UNICEF. Bien, et je serais tenté de considérer que le 107 par cohérence est tombé, mais on peut, si vous le souhaitez, voter dessus. On peut considérer qu'il est tombé? Bien. Alors on peut voter en revanche sur le 108, après l'avis de la Commission et du ministre. Alors la loi du 6 mars 2000 instituant un défenseur des enfants prévoit en son article 1er que lorsque le défenseur des enfants est saisi directement par un enfant, il peut en informer ses représentants légaux. Cette disposition a été reprise par l'alinéa 2 de l'article 29. L'amendement précise que l'information des représentants légaux ne doit pas être contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette précision va de soi. D'ailleurs, personne n'a jamais prétendu que Mme Dominique Versini et, avant elle, Mme Claire Brisset ont méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant par une information de mauvais aloi aux représentants légaux, alors même que la loi du 6 mars 2000 ne prévoyait pas expressément que l'information des représentants légaux devait respecter l'intérêt supérieur de l'enfant. Le futur défenseur des droits aura naturellement la même attitude prudente, sans qu'il soit nécessaire de modifier la loi organique sur ce point. Donc je demanderai le retrait, sinon avis défavorable. Ministre. Maintenu, retiré. Explication de vote. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, nous maintenons cet amendement car nous pensons que c'est un acte grave que de ne pas informer les représentants légaux de l'enfant. Il faut donc que cela puisse être fait dans l'intérêt supérieur de l'enfant, si tel est bien le cas. Donc nous considérons que dans ces cas-là, dans les cas où le fait de donner une communication aux représentants légaux serait contraire aux droits supérieurs de l'enfant, eh bien, une telle décision pourra être prise, naturellement, et nous pensons qu'il serait mieux que cela fût inscrit dans la loi. Toutefois, je crains que le Sénat ne suive pas notre position, et à cet égard, même si notre position n'est pas suivie, je pense que la déclaration qui a été faite par Monsieur le rapporteur est importante, car elle permettra d'interpréter la loi de telle manière qu'il sera possible, dans un certain nombre de cas, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, de ne pas faire la communication auprès de ses représentants légaux. J'aimerais savoir d'ailleurs si, à cet égard, Monsieur le ministre a la même interprétation que Monsieur le rapporteur, puisque Monsieur le ministre a été laconique. Non, mais monsieur le ministre, je pense que Monsieur le rapporteur a dit quelque chose d'important. Il a dit que même si notre amendement n'était pas adopté, on pouvait en retenir l'esprit et que la pratique pourrait être celle-là. C'est important de savoir si le gouvernement pense la même chose. Ce n'est pas anodin, la position du gouvernement. Bien, merci Monsieur Sueur. Monsieur le ministre. Je vais répondre à Monsieur Sueur parce que je l'aime bien. Mais je veux simplement lui dire que j'utilise les mots du vocabulaire dans le sens qu'ils ont normalement et dans le sens de tous les jours. Lorsque je dis avis identique, c'est que je partage ce qu'a dit le rapporteur. C'est pas simplement une formule. Ouais. Voilà. Bien, je peux mettre aux voix l'amendement 108. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement 108 n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 29 dans son ensemble. Qui est pour? Contre? L'article 29 est adopté. À l'article 29 bis, je n'ai pas d'amendement. Je propose de le considérer comme adopté. Nous en arrivons au titre 5 sur les dispositions finales. Le 30 bis n'est pas modifié. Le 31, je vous propose de le considérer comme adopté puisqu'il n'y a pas d'amendement. Nous en arrivons à l'article 32. Alors, à l'article 32, je serais tenté de proposer à Monsieur Sueur et au RDSE de considérer que par coordination et par cohérence, ces deux amendements tombent,
puisqu'ils sont en cohérence avec des dispositions qui ont été refusées. Donc, voilà, c'est fait. Vous souscrivez, du moins, mais ce n'était pas un emprunt, hein, donc il n'y aura pas d'intérêt. Donc ces amendements tombent, mais en revanche, il faut, mes chers collègues, que ceux qui souhaitent adopter l'article le manifestent en levant la main. L'article 32, pour, contre, l'article 32 est adopté. À l'article 33, nous avons un amendement, 4 amendements en discussion commune. Alors, l'amendement 133 rectifié et l'amendement 77 restent, mais les deux autres amendements 55 et 132 rectifiés avec le même désir de souscription connaissent le même sort. Ils tombent puisqu'ils étaient en coordination avec des mesures qui n'ont pas été adoptées. Il nous reste donc 2 amendements et je donne immédiatement la parole à Françoise Laborde sur l'amendement 133 rectifié. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement a pour objet d'avancer la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi organique en la ramenant du premier jour du 3e au 2e mois suivant la publication de la loi. Il s'agit avant tout pour nous de répondre à des considérations d'ordre pratique et de limiter le retard déjà considérable qu'a pris la mise en place du Défenseur des droits. Le projet de loi organique prévu au nouvel article 71.1 de la Constitution n'a été adopté par le Conseil des ministres que le 9 septembre 2009. Il a été adopté en première lecture au Sénat et à l'Assemblée nationale les 3 juin 2010 et 18 janvier dernier. Entre-temps, nous avons déjà dû proroger une première fois le mandat du médiateur de la République jusqu'au 31 mars prochain, date que le rapporteur souhaite d'ailleurs une nouvelle fois reporter par le projet de loi ordinaire. Prévoir, comme le fait l'article 33, une entrée en vigueur de la loi organique le premier jour du 3e mois suivant sa publication revient de fait à repousser à l'été 2011 au mieux, soit près de 3 ans après la révision constitutionnelle. Or, instaurer une situation transitoire n'est aucunement souhaitable dans le domaine des libertés et de la défense des droits, vous en conviendrez. J'ajoute que cette situation est encore complexifiée par le fait que l'actuel médiateur de la République, notre ancien collègue Jean-Paul Delevoye, a été élu il y a peu président du Conseil économique, social et environnemental. Sans viser directement la personne, nous sommes quelque peu surpris qu'un cumul de fonctions aussi incongru ait été rendu possible, même de façon transitoire. Il nous semble à tout le moins juridiquement contestable de diriger simultanément 2 institutions distinctes, tout comme cette situation incertaine nous paraît dommageable à la préservation des droits des administrés qui s'adressent au médiateur. En tout état de cause, le gouvernement a lui-même souhaité, lors de la discussion à l'Assemblée nationale, ramener ce délai d'entrée en vigueur à 2 mois. Nous souhaitons donc, Monsieur le garde des Sceaux, que vous confirmiez aujourd'hui cette position en apportant votre soutien à notre amendement. Je vous remercie. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Nous reviendrons bien entendu sur le défenseur des droits dans notre journal de 19h, présenté ce soir par Michel Grossior. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Public Sénat. Une dizaine d'immigrants qui viennent pour certains d'Éthiopie et pour les autres d'un village plus au sud, en Somalie. Bosaso, c'est une ville, un port, par lequel ils vont tenter de quitter la Somalie pour affronter l'océan et, si tout va bien, gagner le Yémen. Là, ils seront en sécurité et ils espèrent pouvoir y travailler. Nous sommes 128 à bord d'un bateau d'un peu moins de 10 mètres. Au début du voyage, les passeurs m'interdisent de sortir ma caméra. Il me sera impossible de les filmer pendant qu'ils battent les passagers.